Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission. On en parle à la télé. La violence conjugale, une réalité dans bien de couples. En 2020, plus de 5000 cas de ces violences ont été enregistrés dans les 13 régions du Burkina. Un chiffre bien en deçà de la réalité car les victimes et témoins s'abstiennent de dénoncer les cas par peur de représailles. Les violences conjugales sont de divers ordres, coups et blessures volontaires, des violences verbales, des menaces de mort, des attitudes ou comportements humiliants, l'adultère, le viol conjugal, l'abandon du foyer et certaines pratiques traditionnelles néfastes. Bref, les conséquences sont tout aussi nombreuses et peuvent aller de la simple blessure physique à la mort. Elles peuvent aussi être psychologiques, sociales ou sanitaires et toutes les violences ont pour conséquence le traumatisme, la perte de confiance en soi, la douleur et la déchéance sociale. Les conséquences morales restent les plus dures à surmonter, étant souvent dépendantes de la personnalité de la victime. Des solutions a posteriori demeurent le recours au juge civil ou pénal. Comment alors prévenir ces violences? Comment expliquer qu'en dépit de ces graves conséquences, elles persistent? Et puis, de plus en plus, l'on assiste à la douleur silencieuse des victimes masculines, car oui, les hommes sont aussi victimes de violences conjugales. Faut-il indexer la tradition, la société, les médias, la loi? On en parle à la télé. Pose le débat ce soir avec des invités choisis et bien à propos. À ma gauche, Madame Aminata Bakayoko Ouedraogo. Elle est conseillère conjugale. À ma droite, Madame Julie Rose Ouedraogo née Ouedraogo, consultante en droits humains et aussi magistrat. Nous avons aussi sur ce plateau le Dawel Naba Boalga, communicateur et socio-anthropologue. Et avec nous également Madame Marie-Madeleine Ouedraogo Netougouri, conseillère en genre et conseillère technique au ministère du genre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, ma première question va s'adresser à Madame Bakayoko. Madame Ouedraogo, d'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette persistance, sinon cette recrudescence de ces violences conjugales? Merci Ruth, merci pour ce plateau. Moi, je dirais déjà d'abord que toute violence est condamnable, qu'elle soit conjugale ou autre. Je pense que nous sommes des humains, nous avons la faculté, nous pouvons parler, nous pouvons communiquer. Nous pouvons régler nos différends autrement que de passer par la violence. C'est vrai qu'il y a la violence verbale, mais elle a aussi ses conséquences. Mais la violence physique, elle est beaucoup plus marquante que la violence verbale. Dans tous les cas, je pense que l'éducation est à la base de tout. L'éducation est à la base de tout et nous reproduisons ce que nous vivons, nous reproduisons ce que nous voyons en famille. Tout le monde est interpellé à mon sens. Si au niveau de la famille, un enfant naît et voit ses parents se frapper, se chamailler, se disputer, l'enfant va le reproduire parce que quand il sera grand, qu'il soit homme ou femme, il va reproduire la même chose. Mais si nous apprenons à nos enfants à régler les différends par le dialogue, par la compréhension, par le respect, je pense qu'on peut, en tout cas à terme, essayer de trouver un début de solutionnement. La situation est grave parce que nous-mêmes, en tant qu'individus burkinabés, nous n'avons pas intériorisé et on n'en fait même pas un problème, en fait. C'est normalisé. C'est normalisé alors que ce n'est pas normal. Et en même temps, on se plaint. Et quand on se plaint, on doit pouvoir faire quelque chose pour que ça change. Et tant qu'on ne va pas travailler dans ce sens-là, je crains malheureusement que ça ne continue encore pendant longtemps. Alors, Madame Marie-Madeleine Ouedraogo, je pense que je vais toutes vous différencier par le prénom parce que vous êtes toutes des Madame Ouedraogo. Donc, Madame Marie-Madeleine, est-ce que vous partagez également l'avis de Madame Aminata qui estime que c'est beaucoup plus au niveau de l'éducation qu'il faut rechercher les causes? Oui, merci. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez de participer à cette émission. Et je partage l'avis de Madame Ouedraogo sur le rôle de la mauvaise éducation dans la persistance
des violences conjugales. Mais ce que je vais ajouter, il faut partir du fait que, oui, la mauvaise éducation influence ou impacte sur les violences ou exacerbe les violences, mais ça part d'abord des rôles et responsabilités dans la société qui sont conférés, je pense qu'elle l'a abordé en partie, qui sont conférés aux femmes et aux hommes. On dit, pour être un homme dans la société, voilà les rôles et les responsabilités. Pour être une femme, voilà les rôles et les responsabilités. Et à un moment donné, si vous ne respectez pas ces rôles et ces responsabilités, et souvent, voilà, la société qui dit, voilà, si vous ne respectez pas, vous ne rentrez pas dans ce cadre-là, vous pouvez être violenté, etc. C'est en cela, on parle de normalisation tantôt de la violence. Voilà, parce que une femme qui dans la société, on dit la bonne femme, c'est celle qui s'est préparée, qui s'est bien préparée, qui sait accueillir, qui doit être soumise, etc. Et si elle ne fait pas ça, l'autre, l'époux, voilà, c'est comme si c'est normal que l'époux la corrige pour qu'elle rentre dans ces normes-là. Donc, je dirais qu'en partie aussi, il y a les normes au niveau social qui influencent ou qui impactent, qui ont des effets sur ces violences ou l'exacerbation ou la normalisation de ces violences-là. Donc, ce ne sont pas les seules raisons, mais en grande partie, c'est lié à ça. Il y a d'autres facteurs qui contribuent réellement à ce que les violences conjugales s'exacerbent. Il y a l'influence des médias, comme Mme Ouedraogo l'a si bien dit. Il y a également, comment on appelle, l'éducation au niveau familial qui peut jouer sur la violence intergénérationnelle. Voilà, j'ai été témoin, voilà, témoin de violence pendant toute mon éducation, pendant toute la durée du temps que j'étais dans ma famille, soit c'est le papa qui violentait ou c'est maman qui violentait, ça peut effectivement amener l'enfant à un moment donné parce que ce sont les parents qui sont les repères pour les enfants. C'est eux qui inculquent ces valeurs aux enfants. Et un parent qui se comporte de façon violente envers l'autre parent, l'enfant qui est témoin de ça, il va croire voilà, que c'est ça qui est la normale. Et par la suite, normal de règlement des conflits. Effectivement. Sinon, il y a beaucoup d'autres facteurs qui contribuent réellement à ce que les violences conjugales s'exacerbent. Alors, Madame Julie Rose Ouedraogo, est-ce qu'il existe une raison qui puisse justifier une violence au sein d'un couple? Non, comme les autres ont eu à le dire, il n'y a aucune raison. Et c'est la raison pour laquelle la violence est réprimée. C'est parce qu'elle ne saurait être tolérée au regard des conséquences que vous avez en introduction eu à relever. On ne saurait tolérer la violence, mais comme vient de le dire ma voisine, ce sont souvent les normes sociales qui acceptent, qui tolèrent ces formes de violence. Et les études même le prouvent, qu'il y a des victimes même qui acceptent la violence parce que pour elles, c'était une réaction normale. Elles sont résignées, elles se disent que voilà, on a été au-delà même de ainsi. la résignation, ça veut dire qu'elles-mêmes, elles ont intériorisé cette réaction violente. Par exemple, comme vient de dire ma voisine, quand une femme accepte dire que lorsque l'on n'a pas bien fait la cuisine, il est tout à fait normal d'être corrigé. Et là, ce sont des études qui l'ont relevé. Et les femmes, le pourcentage de femmes qui acceptent cette violence est plus élevé que le pourcentage des hommes. Les femmes sont plus nombreuses à admettre que lorsqu'une femme sort sans prévenir, sans informer son mari, qu'en retour, ce dernier puisse la corriger. Elles sont plus nombreuses à accepter et à tolérer cette violence. Donc, c'est l'éducation, les normes sociales qui justifient, mais la loi n'est
tolère pas la violence au regard des conséquences que vous avez énumérées. D'accord. Alors, on va donner la parole au seul monsieur présent sur ce plateau, le Dawelek Naba Boualga. Vous êtes communicateur et aussi socio-anthropologue. Il arrive assez souvent que certaines pratiques traditionnelles soient pointées du doigt pour expliquer l'existence de ce type de violence. Oui, mais merci, madame. Oui, c'est vrai, mais il faut distinguer deux choses. Il y a le contexte strict de la religion, de la société traditionnelle, même si la société traditionnelle n'est plus aussi traditionnelle qu'elle était. Donc, pendant la période précoloniale, même pendant la période coloniale, en tout cas, c'est différent aujourd'hui. Elle a subi des mutations. Je ne parlerai pas d'évolution parce que ça a un contenu, j'allais dire, parfois péjoratif, parfois amélioratif, et c'est un jugement de valeur. Il faut se garder, n'est-ce pas, de porter des jugements de valeur. Mais il faut dire que les individus que nous sommes, les humains que nous sommes, nous développons en nous des pulsions. Il y a des pulsions de vie, c'est-à-dire quand vous aimez, pardon, quand le vous réflexe. aimez, bien sûr. Bon, quand vous aimez, c'est une pulsion de vie. Quand vous avez de l'affection pour quelqu'un, c'est une pulsion de vie. De la compassion, c'est une pulsion de vie. Mais quand vous vous fâchez, c'est une pulsion de mort. Et tout ce qui est négatif, en réalité, c'est développé par une puissance intérieure sous forme de pulsion. Et la tendance, c'est de l'exprimer, c'est de l'évacuer. Alors, donc, en grec, voilà, on dirait que c'est les pulsions de thanatos pour les pulsions de mort et les pulsions d'éros puis pour les pulsions de vie. Donc, chaque individu développe justement ce type de pulsion. Maintenant, dans le contexte strict de la société traditionnelle, en réalité, même les violences dont on parle ne sont pas en réalité tolérées. Et les chefs traditionnels en connaissance sont souvent saisis parce que vous avez battu votre femme, mais on vous pose des questions, elle retourne en famille. Vous êtes obligé d'aller répondre, d'aller pas expliquer, mais vous expliquer. Parce que quand on dit vous expliquer, il y a comme une présomption de culpabilité qui pèse sur vous. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que vous expliquiez. Alors, pourquoi? Et on qualifie dans certaines sociétés ceux qui se livrent à ce genre, les hommes qui se livrent à ce genre de choses, de frappeurs de femmes. Ils n'ont qu'à être des frappeurs d'hommes. Parce que là, on est à égalité et c'est ça. Donc, maintenant, si à la société traditionnelle, il y a celle, justement, dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qui a été le fruit d'une combinaison plus ou moins réussie du fait de notre contact avec la société ou la civilisation occidentale. Donc, l'articulation, par exemple, de ces deux types de cultures ou de ces deux types de civilisations produit des effets, pas toujours positifs, parce que si on considère le cas du Burkina, c'est depuis 1896, 97, 98 que nous sommes entrés en contact. Donc ça veut dire quoi? Plus d'un siècle, 122, 123, 124 ans. Or, c'est des sociétés qui existaient depuis des centaines d'années, voire depuis des millénaires. Alors donc, est-ce que en 124 ans, par exemple, de contact avec l'Occident, les deux types de cultures ou les deux types de civilisations peuvent réussir une harmonie du point de vue, n'est-ce pas, du point de vue de comportement, du point de vue du couple? Bon, ça, ce n'est pas évident. Maintenant, aujourd'hui, là, je suis en train d'expliquer. Alors, mais aujourd'hui, en effet, bon, on constate que, compte tenu, n'est-ce pas, des mutations sociales, des mutations culturelles, alors, et certaines valeurs traditionnelles, bon, entre guillemets, que les gens ont traînées, eh bien, ils pensent que leur qualité, et si on peut parler ainsi, d'homme réside dans un certain machisme, mais ce qui est tout à fait faux. Alors, donc, ça ne réside pas, notre humanité, naturellement, ne réside pas dans le développement tous azimuts de tout ce qui peut être négatif, mais plutôt
justement, réside dans le fait de pouvoir se contenir. Et les différentes religions, par exemple, que ce soit la religion traditionnelle ou que ce soit les religions du livre, comme on dit, oui. Du livre, ça c'est plus exact. Parce que même la religion traditionnelle, à un moment donné, quelqu'un a décidé. Alors, donc on n'a pas de données pour dire que ça n'a pas été révélé. Je ne dis pas que ça a été révélé, mais c'est plus exact de parler de la religion du livre. Parce que même dans ces religions du livre-là, effectivement, ça, c'est pas du tout conseillé. Alors, parce que partout, on dit que la règle, par exemple, c'est la paix, et la guerre ou le conflit, alors, par exemple, c'est l'exception. Tout à fait. Dans vos explications, on voit que vous vous êtes appesanti sur le volet des coups, par exemple. Mais il y a des pratiques traditionnelles comme le lévira qui sont aujourd'hui prises comme étant des violences faites, par exemple, aux femmes. Et je précise qu'aujourd'hui, on parle de violences conjugales hommes et femmes parce que de plus en plus, il y a des hommes également qui sont victimes de ces violences. C'est pour ça qu'on parle de violences basées sur le genre. Alors, donc, ce que vous dites est vrai pour ce qui est du lévira. Il faut aussi remonter dans le temps pour savoir pourquoi. Parce que dans la société traditionnelle, en tout cas celle que je connais et celle que nous avons étudiée, la femme, par exemple, c'était un être qui faisait partie ou qui était un élément appartenant à l'ensemble du groupe social. Tout comme les individus hommes sont des éléments uniques appartenant au groupe social. Et vous savez que si vous prenez le cas des environs de Ouagadougou, dans la société Mouaga, vous verrez que, vous pouvez tisser des liens d'amitié avec quelqu'un, et puis justement ça doit se solder, ça se solde généralement par le fait de donner sa fille en mariage à son ami ou à l'enfant de son ami. Maintenant, il arrive que justement de leur vivant, on n'arrive pas effectivement à trouver une femme. Eh bien, ces relations d'amitié vont s'étendre sur 2 ou 3 générations jusqu'à ce que, effectivement, on donne une femme à la famille en question. Maintenant, une fois que ça c'est fait, naturellement, ça devient un problème. Une fois que le mari n'est pas là, on se dit, voilà, c'est depuis notre grand-père, ou c'est depuis notre père. Moi, dans ma mère, ça a été effectivement le cas. Je prends l'exemple de ma mère, c'était comme ça. Donc, de ce point de vue-là, et comme c'est un élément qui fait, c'est un individu qui fait partie de l'intégralité de la famille, on va la donner en mariage à X ou à Y. Mais cela aussi s'expliquait par le fait que les aînés, en réalité, contrôlaient les circuits matrimoniaux de manière à également avoir une mainmise sur la force de travail des cadets. Puisque tant que vous n'étiez pas marié, vous n'avez pas le droit d'avoir une exploitation. À vous n'avez pas le droit d'être autonome. Donc, mais ce n'est pas de l'exploitation, puisque pour peu que vous viviez longtemps, vous également, vous allez jouer le rôle de l'aîné. Donc, il n'y a pas d'exploitation en tant que telle. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, c'est vrai que ce ne sont pas des pratiques pertinentes. Il faut travailler effectivement à ce que cela ne soit plus, parce que le compte des personnes de la famille. On va également permettre aux autres d'apporter leur point de vue. Voilà, Madame Marie-Madeleine, on l'a dit tout à l'heure, il y a de plus en plus d'hommes victimes de violences conjugales. Vous qui êtes au contact de ces victimes, est-ce que les raisons qui ont été évoquées sur ce plateau concernant les femmes sont à peu près les mêmes qui prévalent pour les cas de victimes les cas d'hommes victimes de violences? Oui, des données de 2020 et 2022, les hommes également sont dans le cadre conjugal victimes de violences. Victimes de violences et le type de violence dont les hommes sont le plus victimes, ce sont les violences psychologiques. Les violences psychologiques, nous avons les injures. Je pense que il y a des données qui circulaient sur les réseaux sociaux qui donnaient les motifs de divorce et qui mettaient ce motif-là et choses en première position, les injures dans le couple. Voilà. Donc les hommes sont victimes de plus de violences psychologiques et de violences morales, mais il y en a qui sont victimes de violences économiques.
il y en a des violences physiques, d'agression physique, de plus en plus. Dans les données que nous avons, on en retrouve. Donc, pour dire, aujourd'hui, on parle plus de violences basées sur le genre, et même dans le couple, parce que les hommes sont également victimes de violences et les auteurs sont des femmes. D'accord. Alors, Madame Aminata Bakayoko, comment comprendre qu'aujourd'hui, ce cycle de violence-là est basculé également pour faire des hommes des victimes? J'aime toujours dire que nous ne savons pas valoriser ce que nous avons. Nous prenons pour les autres et nous rejetons pour nous. Nous, avec le contact avec l'Occident et tout ce qui nous a été dit avec la scolarisation et toutes les fréquentations, nous avons pensé que tout ce que on est entre griffes n'est trouvé est mauvais. Il ne faut pas considérer, il faut renvoyer ça au calendrier et faire comme l'autre. Mais nous oublions que nous ne serons jamais comme l'autre. Notre société ne sera jamais comme la société de l'autre. Notre société n'est pas organisée comme celle de l'autre. Donc on peut essayer de prendre ou de connaître ce qui se passe là-bas pour voir comment est-ce qu'on peut l'amener à soi et essayer de changer les choses. Mais on ne peut pas vouloir faire comme l'autre dans notre contexte. Ce n'est pas possible. Adapter peut-être ce que nous prenons à nos réalités. Exactement, ce n'est pas possible. Vous prenez une société qui est organisée depuis, je ne sais pas moi, en tout cas des centaines d'années, et contre une qui est en train de chercher ses marques. Et qu'on valse à gauche et à droite selon les humeurs. Je prends toujours l'exemple de l'allaitement maternel. Dans les années 74, lorsqu'on était venu nous voir pour l'émancipation de la jeune fille, de la femme, qu'est-ce qu'on nous a dit? Ne donnez pas le sein à l'enfant, vous allez déformer votre famille, vos seins. Ce n'est pas propre, ce n'est pas hygiénique. Mais derrière, on ne nous a pas dit qu'il y a une firme pharmaceutique qui voulait faire son business sur notre dos. Et toutes, nous avons acheté le lait et ces boîtes de lait même étaient utilisées pour faire des maladies. On a tous utilisé, en tout cas à 80, je peux dire à 98%. Ce sont les mêmes personnes qui reviennent nous dire l'allaitement maternel exclusif. Comme si nous ne réfléchissons pas. Simplement parce qu'au moment où ces gens sont venus, c'est vrai, je parle des femmes, on n'était pas nombreuses à avoir un niveau intellectuel élevé. On ne savait pas ce que c'était que des anthropologues ou des études comme ça. Nous, on avait les formations classiques qu'on connaissait chez nous et nous pensions que tout ce qu'on nous disait était bien. Nous avons adopté et c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons même des problèmes avec nos cultures et nos traditions. Nous ne connaissons même pas les fondamentaux et les fondements de ces pratiques-là. Nous les rejetons. Moi, je ne blâme pas le lévira. Je blâme la pratique et le comportement des hommes par rapport au lévira. Parce que si on nous dit en réalité le lévira, c'était aussi une forme de responsabilité, de responsabilisation, puisque quand ce n'est pas deux individus qui se marient comme on veut le faire actuellement, mais c'est plutôt vraiment deux clans, deux ethnies, deux communautés, et il y avait tout un préalable pour que certains expliquent ça aussi par la protection de la femme et des enfants. Exactement, parce que quand le mari meurt et puis laisse la femme avec des enfants, la famille du mari, donc la belle famille, en tout cas par honneur ou par orgueil, doit prendre en charge cette femme-là et ses enfants. Ils ne doivent pas souffrir parce que le mari n'est pas là. Les enfants ne doivent pas souffrir parce que leur papa n'est pas là. Le papa a des grands frères, il a des petits frères, il a des grandes soeurs, il a des petites soeurs. Donc chacun se sent responsable de cette personne-là. Mais pourquoi les choses ont changé? Parce qu'à un moment donné, les gens ont commencé à travailler. Donc les gens ont travaillé, ils ont un pouvoir économique. Et maintenant, quand le monsieur laisse une femme, ce n'est pas pour les beaux yeux de la femme, hein. Et c'est ça tout le travers et c'est ça qu'on doit condamner. Ce n'est pas pour les beaux yeux de la femme, c'est ce que le mari a laissé. Ce sont les biens là qui sont lauriers. Et ils veulent prendre les biens là. Et maintenant, comme nous, c'est toujours comme ça, on ne veut pas dire les choses, on dit c'est le lévira, nous sommes les Africains, il faut le faire. Mais on ne dira jamais, s'ils n'avaient rien là, ils ne vont pas se battre aussi pour ça.
Donc ça aussi, c'est là. Je veux dire, c'est le travers des choses. Et c'est ça qui a tellement bien pris qu'aujourd'hui, on diabolise le lévira. Mais je pense que mon voisin de gauche, Naba Boalga, est interpellé. Et je pense que c'est cette éducation-là. Il faut revenir à cela. Il faut expliquer. Il faut éduquer les gens, les enfants, les hommes comme les garçons. Et il faut, et je dis, pour moi, tout part de l'éducation. Tout part de l'éducation. Si on apprend à un enfant dès le bas âge qu'il n'est pas supérieur à la femme, qu'il n'est pas mieux que la femme et que c'est le respect mutuel qui va faire grandir les choses dans la société, cet enfant-là va grandir. Si nous n'avons pas des mots paisibles, nous n'avons pas des valeurs de socialisation à transmettre aux enfants, forcément on dérape. Quand la femme ne travaillait pas, ensuite la femme a commencé à travailler. La femme, sa place est à la maison. Moi, je ne parlerai pas de femmes soumises. Moi, je parlerai de femmes... le mot ne me... on pourra toujours y revenir. Oui. On peut être soumis. Quand on est soumis, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas résigné. Voilà. On peut être soumis sans être résigné. Et la soumission, c'est une forme de respect aussi, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Parce que dans ça, on peut s'écouter, dans ça, on peut construire. Mais quand on est résigné, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Tôt ou tard, la cocotte va sauter un jour. Et donc, je veux dire qu'il faut que nous-mêmes, on apprenne. Il y a des gens qui sont dans des foyers. Mon grand-père me disait qu'un homme qui se respecte, on ne doit pas l'entendre crier de la cour voisine. Quand on entend un homme crier sur sa femme ou sur ses enfants de la cour voisine, ce n'est pas un homme. Ça veut dire qu'il expose sa vie, il extériorise les problèmes de la famille et ce n'est pas un exemple. Sous-entendu que crier, c'est hausser le ton, c'est gronder. On peut le faire peut-être dans la discrétion et tout, puisque il y a ce qu'on dit en Djoula, c'est le sutra, en Moré, c'est le bongo. Chacun a ses problèmes et chacun gère ses problèmes sans forcément se mettre sur la place publique. Aujourd'hui, tous les problèmes sont su et c'est vrai qu'on est allé, je reviens pour dire que quand la femme ne travaillait pas, elle était donc à la maison, elle avait un certain rôle qu'elle jouait. Donc l'homme s'était accoutumé à cela et quand la femme a commencé à travailler, forcément sa présence à la maison n'est plus comme celle qui était avant. Au lieu que son mari le fasse comprendre aux enfants, il diabolise l'absence de la femme à la maison. Comme si c'était un désintérêt pour la famille. Qu'est-ce que vous voulez que ce garçon-là fasse plus tard? Il ne voudra pas que sa femme travaille. D'accord. Alors, on va permettre à Mme Julie-Rose Ouedraogo de dire un mot. Est-ce qu'on ne peut pas mettre cette exacerbation de ces violences-là, les inscrire également dans une insuffisance des cadres législatifs? Parce que plusieurs lois ont été votées, adoptées et tout. C'est vrai que ce sont des résolutions qui interviennent a posteriori, mais est-ce que si les choses étaient bien faites, on n'allait pas plutôt assister à une baisse? Bon, avant de répondre à cette question, j'allais rapidement rebondir sur la question du lévira pour dire que les valeurs culturelles, le ministère de la femme a fait une étude pour relever les valeurs culturelles à promouvoir. Et il est ressorti que le lévira, de nos jours, est considéré comme une pratique néfaste. Donc, sans l'habiller du passé, je pense que de nos jours, il faut retenir que c'est une pratique néfaste. Qu'il faut abandonner. Et sa pratique est condamnée par la loi. Pour revenir à votre question, moi je ne parlerai pas d'insuffisance. Il s'agirait plutôt d'une difficulté pour les gens à accepter les textes. Sinon, il y a suffisamment de textes. Même en matière de violence conjugale, il faut distinguer le sexe de la victime. Parce que ce n'est pas la même loi qui s'applique. La même loi pénale ne s'applique pas. Et quand vous dites que les gens ont du mal à accepter l'applicabilité des textes, vous faites allusion au gouvernement ou vous faites allusion aux populations? Voilà, aux populations.
Parce qu'on a l'impression qu'il y a un hiatus entre les normes sociales et les lois. Ce qui fait qu'on a du mal souvent à rendre effectives ces lois. Et je disais tantôt qu'en matière de violence conjugale, en fonction du sexe de la victime, ce n'est pas la même loi pénale qui s'applique. Lorsque la victime est de sexe féminin, il y a les lois que nous appelons lois sur les violences faites aux femmes et aux filles. Des textes spécifiques. Voilà, il y a un texte spécifique qui a été repris dans le nouveau code pénal. Et ces dispositions s'appliquent uniquement lorsque la victime est de sexe féminin. Okay. Lorsque la victime est de sexe masculin, c'est le cadre général qui s'applique. Donc à ce niveau, nous avons des textes bien étayés parce que il faut dire que le Burkina Faso est réputé être un bon élève en matière de ratification des textes qui protègent les droits humains. Et ces textes sont pour la plupart internalisés. Voilà. Donc le problème ne se trouve pas dans l'insuffisance des textes. Le problème c'est dans comment amener, comment faire appliquer ces textes. Parce qu'il y a les lois pénales qui sont là, mais vous savez qu'en matière conjugale, la plus grosse difficulté, c'est d'amener l'affaire en justice et garder le foyer. Et ça, c'est dû à la réticence des victimes? Pas la réticence, c'est les normes sociales. Ça veut dire que nous n'acceptons pas qu'un problème conjugal puisse être géré par la justice. La justice ici est mal comprise, alors que la justice a un rôle de conciliation que les gens ne perçoivent pas. De sorte que lorsque une victime se réfère à la justice pour régler son problème, automatiquement c'est mal vu. Et au lieu que cette approche réconcilie, c'est plutôt le contraire. Et c'est ce qui fait que de plus en plus de gens sont réticents à aller vers la justice. Voilà. Alors que, comme je l'ai dit, c'est une mauvaise perception parce que la justice a également ce rôle de conciliation, mais que les gens n'arrivent pas à accepter. Est-ce que dans tous les cas, on peut parler de réconciliation, de conciliation, parce qu'il y a certaines violences conjugales qui sont assez graves? Oui, lorsque c'est une violence qui doit être réprimée. En matière de violence conjugale, le législateur a voulu sanctionner sans détruire le foyer. C'est pour cela qu'il y a des lois propres aux violences faites aux femmes et aux filles. Lorsqu'on prend les dispositions propres à ces cas de violence, on se rend compte qu'il y a un esprit qui est derrière, qui est de sauvegarder le couple. Et c'est pour cela, pour certaines violences, par exemple les coups, les violences verbales, les violences psychologiques, on verra que, surtout pour les violences psychologiques et morales, on verra que le législateur n'a pas prévu de peine de prison. Ce sont des amendes qui sont prévues parce que l'esprit qui est là, c'est de pouvoir n'est pas détruit, parce qu'on connaît également nos normes sociales. Envoyer un mari en prison, ce n'est pas évident qu'à la sortie, il veuille toujours de la femme qui est victime, même si on sait que c'est de son droit de demander réparation. Et c'est ce qui fait que c'est difficile d'appliquer. Je vais revenir à chacun de vous tout à l'heure. On va suivre un élément assez poignant des cas de violence conjugale qui ont été collectés, en tout cas par le ministère du Genre. Nous allons le suivre tout à l'heure avant de revenir sur le plateau. Difficile pour Mariam de se mouvoir seule après avoir été bastonnée par son époux le 4 décembre 2020. C'est ici chez son frère qu'elle a trouvé refuge après un séjour à l'hôpital dans un état comateux. Les analyses médicales font état d'un syndrome confusionnel suite à des coups et blessures. Ali Zabra, Ali Kabam, Kama téléphone ou appareil. Mais tu m'as dit, il va le Zabra. Il para tout bas, moulin chialou. Tabo la sida, one tabala, même pas bala. Carabin calé cheno.
Des larmes d'une mère régulièrement battue par son époux, parfois en présence de ses 3 enfants durant la vingtaine d'années de vie commune avec son homme. Un mari polygame et violent. Madame Karidia Sinka n'a pas toujours vécu ces moments romantiques. Son premier mariage fut un échec. Dès le premier jour déjà, j'ai reçu un coup pour me dire « Réveille-toi, toi tu es quel genre de femme ?» J'ai dit « Mais je viens juste d'être mariée. Réveille-toi, il faut que tu fasses, il faut que je dise, ok, il n'y a pas de souci. J'ai pris toutes les dispositions pour que ceci et cela puisse se faire. Il n'y a même pas de problème. Et ensuite, il a dit, où sont les papiers du mariage? Donne-moi. J'ai pris les papiers du mariage, je lui ai donné. On n'a même pas pu, je peux dire, préparer même une journée ensemble, calmement, pour pouvoir démarrer. Tout commence par des propos vexants pour Karidia, puis des violences physiques. Quand il a voulu me frapper, moi j'ai couru pour aller dans la maison. Et quand je suis allée dans la maison maintenant, il a commencé à me frapper. Et moi aussi j'ai pris une chaise. Et quand j'ai pris une chaise maintenant, on s'est pourchassé, jusqu'à ce que son neveu vienne. Quand son neveu est venu, il a dit, mais comment ça se passe? Ça veut dire quoi, tonton, ne fais pas? Et c'est là maintenant qu'il m'a dit que oui, lui n'a plus rien à foutre avec moi et que je peux faire ce que je veux, j'ai qu'à aller là où je veux. Lui, il en a marre de moi. J'ai dit, ok, super. J'ai arrêté la relation et puis je suis rentrée avec les enfants, bien entendu, avec pas mal de situations. Kakwara Faizatou Ido a connu la maternité dès ses 14 ans dans un mariage forcé. Son bébé est le fruit d'un viol répétitif de son beau-père, le mari de sa tante. ama kujere lima olaze mara kuma bakoyin de chana balama toyinga simaro ko zaoya kana ma fatio opasewa ama sebe simaro ko tiaporna ba plauza wosa jawab de matresa ama ba zambati baskepna ama na chori ya opo ba mo pa ma bali de simaro fa apia jawab basa ba jomba ba guru. Le mari de sa tante en question, c'est le papa qui a monté le coup pour qu'elle reste sa deuxième femme. C'est ce qu'on a compris. Et comme elle a refusé, elle est venue jusqu'à là. C'est pas même elle dit, elle demande tapette même si un frère même ne donne pas. Un douloureux souvenir pour Kakwara. Violence conjugale. Des milliers de femmes burkinabées en sont victimes au quotidien. Une triste réalité qui plombe les efforts du gouvernement et de ses partenaires. Voilà donc un sujet qui fait assez froid dans le dos. Madame Aminata Ouedraogo, vous l'avez suivi. Et qu'est-ce que tout cela vous inspire? Quand on regarde ces images, c'est tout simplement révoltant. Ce n'est pas acceptable. Je l'ai dit tantôt, je condamne toute forme de violence. C'est vrai, nous avons vu, mais si nous voulons être objectifs, que les gens comprennent ce que je veux dire, je n'excuse pas le mari, je n'excuse pas les époux, mais il y a un mais. Il y a une raison, même si elle n'est pas acceptable. Il y a une raison, même si c'est condamnable. Ça ne veut pas dire qu'il faut encourager. Mais nous sommes interpellés, nous, en tant que femmes. Nous sommes interpellés, nous avons notre part de responsabilité. Personne ne veut être battu. Personne ne veut être maltraité. Il y a des couples qui ont vécu ensemble 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui n'ont pas d'histoire. Mais quand vous si dites ça existe, c'est que chacun peut faire l'effort.
Mais quand vous dites que les femmes ont leur part de responsabilité, est-ce que là, vous n'êtes pas un peu en train de justifier le fait que certaines femmes soient victimes de violences? Je ne justifie pas. Je condamne la violence. Mais je dis, il faut quand même avoir le courage de reconnaître que nous avons notre part de responsabilité. À moins que le monsieur ne soit fou et qu'il agisse sans raison. Mais ce n'est pas possible qu'il soit fou. Il y a, quand ça va bien, c'est l'effort des deux. Quand ça va mal, c'est la responsabilité des deux. Moi, je n'accuse personne. Je ne défends pas les maris, je ne défends pas ça du tout. Mais il ne faut pas que nous aussi, on ferme les yeux sur nos agissements à nous femmes qui peuvent aboutir à cela. Je ne connais pas les raisons. Alors, je vais permettre au Dawelek Naba de réagir par rapport à cela, parce que moi, en vous écoutant, j'ai plutôt le sentiment que parfois vous justifiez cette violence, alors que, bon, au regard de la loi, rien ne saurait justifier une violence exercée à l'égard d'un des conjoints. La loi, c'est la loi. La loi vient pour corriger certaines choses, mais il faut aller. Je veux dire, on dit en Djoula que quand tu trébuches et tu tombes, il faut en vouloir à là où tu as trébuché et non à là où tu es tombé. Je ne remets pas en cause la loi. Peut-être qu'on ne se comprend pas du tout. Mais je ne remets pas du tout en cause. Je ne cautionne pas du tout ces violences-là. Pas du tout. Mais je me dis que si il était donné de causer avec les deux parties, on aurait pu trouver des arguments. Est-ce que ce n'est pas plus simple, par exemple, de libérer la personne si vous estimez que ce qu'elle a fait peut vous pousser à bout au point d'être violent à son égard? C'est une option. Voilà. Dawelek Naba de voilà. Dawelek Naba voilà. Bon, moi je pense que je comprends parfaitement ce que Madame Ouedraogo Senior, qui se trouve être ma soeur aînée, a dit. C'est en fait une explication, mais moi je ne perçois pas ça comme une justification. C'est pour que nous puissions comprendre. Et dans le processus, par exemple, de résolution des conflits, si vous dites absolument que voilà, cette partie a absolument raison et telle autre a absolument tort, or en fait c'est dans une relation. Or dans une relation, même si au départ quelqu'un a tort, la réaction, n'est-ce pas, de celui qui est en face, bon, peut soit lui donner tort, soit lui donner raison. Donc ça veut dire que il y a ça, et moi je comprends ça parfaitement, mais du côté des hommes, en effet, il faut aussi qu'on dise que, en tout cas comparativement à la femme, eh bien la nature est faite de telle sorte que la femme est une personne plus vulnérable que l'homme. Quand je parle de vulnérabilité, c'est juste sur le plan physique d'une manière générale. Et puis, dans nos sociétés, mais enlever à une femme sa faculté de parler, et puis vous n'avez plus de femme. Alors, donc, vous n'avez plus de femme, donc c'est ça aussi. Bon, et il faut naturellement essayer de comprendre. Donc, je pense que dans ce contexte-là, c'est vraiment dommage. On ne peut pas effectivement accepter cela. Et d'ailleurs, même dans le contexte de la chefferie traditionnelle coutumière, quelle que soit la société burkinabé à laquelle on a affaire, les chefs traditionnels, d'ailleurs, sont constamment sollicités en lieu et place des juridictions et même l'action sociale. Vous amenez quelqu'un, même votre mari, à l'action sociale, c'est un problème. Au village même si c'est entre hommes, vous convoquez quelqu'un à la gendarmerie, vous déposez une plainte à la police, etc., c'est un problème. Et je reviens à ce que, justement, elle avait dit, c'est que nous, je veux bien les textes de loi, moi, je n'ai pas de problème avec la règle de droit, mais il se trouve que moi, je suis allé à l'école, je vis dans un univers, en réalité, dans lequel je me retrouve parfaitement, et je suis à cheval entre deux cultures, que ce soit dans la culture traditionnelle, je suis bien à l'aise, dans la culture occidentale, je suis bien à l'aise, mais par contre, la majorité des Burkinabés, par rapport à la justice, c'est un phénomène lointain. Alors, donc, quand je dis lointain, c'est pas seulement géographique, c'est aussi économique, c'est aussi relationnel. Donc, du coup, ça pose véritablement la question de l'adéquation entre vraiment nos textes de loi et puis
les réalités de nos sociétés. C'est vrai que le ministère de la Justice réfléchit sur la question, c'est vrai qu'il y a des sensibilisations qui sont faites, mais évidemment, le changement de comportement est un long processus, vous le savez certainement mieux que moi, on va qui justement ne change pas du jour au permettre lendemain. à Madame Julie Rose Ouedraogo de réagir par rapport à cela. Est-ce que dans l'adoption de nos textes, dans la rédaction de nos lois, on n'a pas tenu compte de certaines réalités socioculturelles, parce qu'on voit que tout est véritablement relatif aux pesanteurs qui existent? Oui. Permettez-moi de vous donner une anecdote. Si, parlant de responsabilité, en cas de violence conjugale, si notre créateur tenait un fouet pour donner un coup chaque fois qu'un être humain se comportait mal, je ne pense pas que ce soit les femmes qui seraient les plus battues. Hein. Donc c'est pour dire qu'en réalité, les responsabilités sont situées quand il y a violence conjugale. Et notre loi ne tire les conséquences pour réprimer. Parce que la loi a surtout cette fonction dissuasive qui fait qu'elle ne tolère pas, quelle que soit la raison que l'on veut avancer, il y a des procédures. Mais taper, agir et perpétuer la violence, c'est vraiment c'est contraire, c'est une infraction et c'est la fonction dissuasive qui fait que à chaque fois, il ne faut pas tolérer. Voilà. Maintenant, par rapport à nos textes, pour savoir si nos textes sont adaptés à nos réalités sociales, bon, ce qu'il faut dire que c'est un long processus. C'est un long processus et de plus en plus, des révisions sont faites pour tenir compte de nos réalités. Mais en ce qui concerne les violences conjugales, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le fondement même qui a conduit à légiférer dans ce domaine fait qu'il sera difficile de tenir compte des réalités pour admettre ou tolérer ou être flexible par rapport à cette situation de violence. Parce qu'il s'agit là d'un droit à l'intégrité physique, d'un droit à l'intégrité morale. Et c'est ce qui fait de l'homme, qui donne à l'être humain sa dignité, qu'il soit homme ou femme. Certaines violences sont avilissantes. Donc on ne peut pas, sous prétexte de pesanteur socio-culturelle, être flexible parce que cela va ôter à cette victime sa dignité d'être humain. Tout à l'heure, vous avez parlé du cas de certaines victimes qui refusent de saisir les tribunaux modernes pour régler les problèmes de violence parce qu'ils ont peur du regard de la société et autres. Mais est-ce que le fait d'élargir la saisine du juge à certaines personnes spécifiques n'aurait pas facilité aussi l'application de certaines lois ? Parce que quand, par exemple, c'est la victime seule qui est habilitée à aller porter plainte, cette victime-là, facilement, on peut la dissuader. Mais est-ce que s'il y a un autre membre de la famille qui peut, par exemple, signaler un cas de violence, ça n'aurait pas beaucoup plus facilité? Effectivement, la loi donne cette opportunité. Ça veut dire qu'en cas de violence conjugale, toute personne peut dénoncer. Toute personne peut dénoncer la violence et le procureur va faire mener des enquêtes pour être situé et engager des poursuites pénales s'il y a lieu. Ce n'est pas seulement la victime seule, à l'exception faite de certaines violences telles que le viol. Pour la plupart des violences conjugales, la dénonciation est permise et autorisée pour déclencher ce que nous appelons l'action publique. On va permettre à Mme Marie-Madeleine de réagir également. Oui, avant de revenir à ces préjugés, j'allais rebondir sur le cas de Levira pour dire que c'est vrai, ça fait partie des pratiques néfastes énumérées par le ministère en charge du genre comme violence culturelle. Quand on dit violence culturelle, c'est vraiment les pratiques culturelles néfastes. Et ce n'est pas seulement le motif
Voilà pourquoi d'ailleurs, oui, il y a le motif du matériel, du contrôle du matériel du défunt époux, mais il arrive même souvent que c'est un moyen de torture même pour la femme, parce que souvent la famille se dit au vivant du mari, cette dame elle est ceci, elle est cela, et on l'oblige, on la force à se remarier à un moment donné à un monsieur pour dire voilà, celle-là il faut la redresser, il arrive ces situations-là. C'est un moyen même d'humilier la femme, que de la soumettre au lévirat. Donc c'est vraiment une pratique néfaste à bannir. Tout n'est pas à bannir dans nos traditions. Je l'ai dit, je condamne. Oui, le comportement des gens hommes avec certaines pratiques traditionnelles. Voilà, mais je ne condamne pas le lévirat en tant que pratique culturelle fondamentale. Oui, Non. et c'est un point de vue qui nous reste. Donc c'est vraiment un point de vue pratique. C'est condamné par la loi. Parce que la pratique, même en tant que pratique, elle est condamnée. Donc pour dire que les pratiques dans notre société, il ne faut pas, comme j'aime à le dire, jeter l'eau du bain avec le bébé, parce que nous avons des pratiques qui peuvent aider à résoudre ces conflits et qui aident même à résoudre ces conflits. Vous savez, c'est souvent parce que ces mécanismes au niveau communautaire, au niveau de nos coutumes, se sont effrités et on ne fait plus recours, ou la femme ou le couple n'a plus la possibilité de passer par ce mécanisme, qui très souvent, de gradation à gradation, on passe au niveau de la justice, parce que au niveau communautaire, on n'a pas pu, ou au niveau communautaire, on ne peut plus, ou il n'y a pas plus de mécanisme pour pouvoir régler ces questions. Donc les tribunaux interviennent en dernier recours. Voilà, souvent, très souvent. Voilà. Donc sinon, il y a des moments où, dans les localités où les familles, où ces mécanismes communautaires, ces mécanismes familiales existent, et souvent les conflits au niveau conjugal n'arrivent pas au niveau des tribunaux. C'est géré parce que c'est très bien construit, c'est très bien pratiqué, de telle sorte qu'on n'a même pas besoin d'arriver en justice pour pouvoir... Voilà. Et voilà pourquoi je dis, il faut que nous revoyions le modèle de famille que nous voulons, le modèle de société que nous voulons. Aujourd'hui, vous avez parlé de contact avec... Nous avons nos pratiques. Dans nos pratiques, on a trouvé qu'il y a des pratiques qui sont néfastes parce que ça viole la dignité de la personne. Mais il y a des pratiques qui sont vraiment valorisantes, qu'il faut arriver à perpétuer. Aujourd'hui, il faut réfléchir à cela. Qu'on réfléchit au modèle de famille d'abord. Je l'ai dit, tout part de là. Tout part de là parce qu'on a indexé l'éducation. L'éducation, c'est où? C'est au niveau de la famille. Il y a des personnes qui, même en contact avec d'autres personnes qui ne sont pas recommandables, l'autocensure, le fait que la personne ait reçu une éducation, des valeurs, ça empêche la personne à un moment donné de prendre une décision ou de se comporter d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'irais jusqu'à dire qu'il faut qu'on ait un ministère en charge de la famille. Un ministère en charge de la famille. Un ministère uniquement en charge de la famille pour revoir les fondamentaux de l'éducation au Burkina et déterminer les valeurs que nous voulons véhiculer. Vraiment pour qu'on ait des personnes de ressources, de valeurs. Alors, je vais juste informer aux téléspectateurs que le téléphone est désormais ouvert. Vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03. Et nous avons donc au bout du fil, oui, je reviens à vous tout à l'heure. Nous avons au bout de fil Monsieur Anselme Ilboudo. Bonsoir, Monsieur Ilboudo. Oui, bonsoir, madame. Oui, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Ah, ok. D'abord, vraiment, je veux saluer les invités qui sont sur le plateau. Et vraiment, la belle initiative que vous avez trouvée pour parler de ce sujet. Merci bien. Bon, en réalité, pour aller en profondeur,
En réalité, c'est un fait vraiment qu'on doit s'asseoir ensemble pour trouver la solution. Parce qu'en réalité, les lois que nous avons au Burkina Faso, la plupart des lois n'ont pas été réfléchies, pensées par les Burkinabés, mais ce sont des lois qui ont été photocopiées, souvent mal photocopiées même, au niveau de l'Occident, pour venir imposer ça à une société qui avait déjà ses règles. Conséquence, vous voyez que ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, vous voyez, dans cette situation, vous allez remarquer aujourd'hui, au niveau des couples, surtout les violences, vous allez remarquer, non, souvent c'est la femme, bon, je ne dis pas que, bon, c'est un point de vue. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà. Il faut être honnête là. Souvent, c'est la femme qui engendre ça. Vous allez remarquer aujourd'hui, les femmes pensent qu'elles sont émancipées. Par conséquent, les réelles sociétés que nous avons là, ça ne tient plus à leurs yeux. Voilà. Aujourd'hui, une femme est capable de convoquer son mari. Bon, surtout avec les feuilletons. Vous voyez les feuilletons qui passent sur les chaînes canales là. Les femmes suivent ça. Est-ce que vous pensez que si une femme se sent menacée ou si elle sent que sa vie est en danger, elle n'a pas le droit de saisir les autorités? Elle a le droit, mais en réalité, en Afrique, nous, on a notre manière de résoudre les problèmes. D'accord. Alors, on vous a bien compris, vous parliez d'inadaptation de nos lois qui n'ont pas tenu compte de nos réalités sociales. Merci donc de nous avoir appelés. Alors, c'est un volet que nous avons déjà abordé avec Madame Julie Rose Ouedraogo, qui nous a dit que certains textes ont tenu compte de certaines réalités et le changement était toujours en cours parce qu'il fallait en tout cas un certain temps pour que le maximum de règles sociales soient intégrées. Alors, Dawelek Nababoualga, je vous donne à présent la parole. Oui, peut-être que je voudrais d'abord assurer l'intervenant parce que il a dit que notre société avait ses règles, mais il faut dire que notre société, c'était pas en réalité une entité unique du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il y a une diversité de cultures, il y a une diversité d'histoire, il y a une diversité d'anthropologie et de sociologie. Et même si on peut dire que les textes de loi gagneraient à être adaptés, il faut d'abord se dire que ce qu'on a là, ça reflète d'une certaine manière le compromis minimal que nous sommes arrivés, auquel nous avons abouti pour que justement les différentes sociétés et les différentes nationalités qui composent le Burkina puissent vivre ensemble. 1. 2, c'est à l'image du français. Je ne suis pas sûr que sans le français, moi je n'aurais pas peut-être réussi à communiquer avec Madame Ouattara. Alors donc ça veut dire que c'est également un autre problème et comme on le disait, il ne faut pas jeter le bœuf avec l'eau du bain, il faut essayer effectivement d'adapter et c'est pour ça que quand Madame Ouedraogo Julie Rose parlait donc des mécanismes, je m'attendais à ce qu'elle parle de la chefferie traditionnelle et coutumière, parce qu'en réalité, ces mécanismes, je ne sais pas si on nous perçoit d'une certaine manière, bon, juste pour plaisanter, mais en réalité, quand vous parlez de mécanismes traditionnels de prévention, de gestion et de résolution des conflits, que ce soit des conflits domestiques, que ce soit des conflits villageois, des conflits fonciers, d'une manière générale, c'est cette institution traditionnelle-là, quelle qu'elle soit, où que nous soyons, qui connaît et qui peut s'auto-saisir. Nous, mais on convoque les gens et puis on veut dire, mais écoute, qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Ou bien c'est quelqu'un qui vient se plaindre, on dit, mais il faut venir pour qu'on vous entende. Donc c'est pour dire que on est d'accord et il faut effectivement arriver à ce que cela, par exemple, soit fait. Et d'ailleurs, dans ce sens, il y a le projet de loi portant statut de la chefferie traditionnelle coutumière qui est en cours d'élaboration. Je pense qu'il y a un comité qui sera mis en place, un comité technique qui sera mis en place dans pas longtemps. Et justement, ces questions-là vont également être évoquées et des pistes, par exemple, de solutions pourraient être trouvées et on arrivera, n'est-ce pas, à une jonction plus ou moins parfaite entre les préoccupations du ministère de la Justice,
celle du ministère en charge du genre, bon, et puis naturellement le ministère en charge de l'administration territoriale. J'ai envie de poser aussi la question autrement. Est-ce que ce n'est pas une certaine défaillance dans les modes de règlement traditionnels des conflits qui a amené certaines victimes à se tourner vers la justice moderne? Mais je vais vous permettre d'y répondre dans quelques secondes. Nous avons en ligne Madame Ninkiema. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Oui, on vous entend très faiblement. Bonsoir. Voilà, c'est parfait. Alors, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de là. D'accord, nous vous écoutons. C'est pour dire que c'est vraiment l'initiative pour l'émission. Oui. Je suis la dame qui est dans le foyer Polygram et c'est ça qui m'a appelé et amené à intervenir. D'accord, nous vous écoutons. Bon, si je dis la situation aussi, mais pas comme la dame. Ok. Si je vis dans une famille et c'est un couple mixte. Vous êtes dans une famille? Et un couple mixte. D'accord, un couple mixte. Deux religions, musulmans et chrétiens. D'accord. Donc nous sommes légalement mariés. Et après 6 ans de mariage, le monsieur il fait une femme musulmane. D'accord, allez-y. Avant de poursuivre, je salue l'animatrice à lui a dit elle faisait sur le plateau entre femmes. Et puis, le monsieur voit que la femme ne fait plus son affaire, il peut la libérer. Mais comme c'est un mariage légal et que c'est un homme de droit, il n'est pas allé vers ce côté-là. Et c'est à moi, c'était à moi maintenant d'aller vers la loi, de poser une plainte pour adultère maintenant. Et c'est arrivé au niveau du juge, là où il y a la confrontation. Nous vous écoutons, ne vous inquiétez pas, allez-y. Alors, nous espérons que Madame Ninkiema va revenir. C'est un témoignage qu'elle apportait. Elle est dans un foyer islamo-chrétien et mariée avec, dit-elle, un homme de droit. Et le monsieur musulman a estimé, après 15 ans de mariage, qu'il devait avoir une femme de la même religion que lui. Et donc, elle s'est sentie obligée d'aller porter plainte pour adultère auprès du juge. Nous n'avons malheureusement pas eu la suite de l'histoire, mais Madame Ninkiema pourra toujours entrer en contact avec nous ou contacter les services du ministère en charge du genre. Donc, je reviens avec vous pour terminer votre intervention avant de revenir à Madame Aminata Bakayoko Ouetraogo. Bon, succinctement, je suis d'accord avec vous parce que autant les Burkinabés ont du respect pour les institutions comme les religions ou comme les chefferies traditionnelles et coutumières, bon, autant à cause des pratiques des personnes qui les incarnent. Il y en a plein qui ne sont pas dignes de crédibilité. Donc ce que vous dites est tout à fait justifié. Par contre, la confiance, d'ailleurs, le ministère de la Culture avait fait une étude là-dessus. Donc, du point de vue des institutions, il n'y a pas de problème. Ce sont les personnes qui incarnent ces institutions qui posent problème. Et donc, dans ce sens, c'est pour ça que dans certains contextes, les gens, qu'est-ce qu'on a à faire avec un chef de village ou un chef religieux, bon, qui, en réalité, se livre à des pratiques très peu recommandables. Parce qu'en réalité, dans la mesure où vous êtes un leader communautaire, on sait que vous êtes un humain et que vous n'êtes pas parfait, mais il y a un minimum, n'est-ce pas, de devoir. Il y a un minimum de dignité et il y a un minimum, n'est-ce pas, de valeur morale que vous devez incarner. Sans cela, naturellement, les gens ne peuvent pas vous écouter. D'accord. Madame Aminata Ouetraogo, alors moi je voudrais surtout savoir, est-ce que les violences exercées sur les femmes ne sont pas de nos jours plus tolérées que les violences exercées sur les hommes? Si j'en viens par exemple à ce que vous avez donné tout à l'heure comme cas de figure en disant que parfois ce sont les femmes même qui poussent les hommes à certaines extrémités, à leur porter main. Est-ce que par exemple si je suis une femme, je suis de corpulence plus forte que mon mari, je peux un jour estimer que voilà, je suis excédée et puis moi aussi je vais le corriger?
En réalité, je dis et je répète, moi vous n'êtes pas pour les violences, j'ai bien compris. Voilà, moi je suis contre la violence. D'accord, c'est bien compris. Et je n'aime pas l'injustice et je n'aime pas les abus. Culturellement, c'est ce qui est dit. Autant je comprends certaines choses, autant je refuse de me laisser battre. Et je me dis, il faut aussi qu'on le dise. Moi, j'ai dit à mon mari quand il me faisait la cour, en tout cas, moi, on ne me frappe pas. Ça, il faut que ce soit clair dès le départ, on ne me frappe pas. On peut régler nos problèmes autrement que par les coups. Et c'est pourquoi je vous ai dit que tout dépend de l'éducation et de la culture et du respect qu'on porte l'un à l'autre. Parce que quand on respecte son conjoint, il y a un certain comportement qu'on ne peut pas avoir. Il y a un certain langage qu'on ne peut pas lui tenir. Il y a une certaine attitude qu'on ne peut pas avoir, qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme. Donc, il faut que le respect là soit mutuel. Respecter quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as peur de la personne. C'est parce que tu te respectes. Et donc, tu demandes du respect en retour. Donc, cela m'amène à dire que c'est vrai. Autant, j'ai dit, les responsabilités sont partagées. Et ça, vraiment, c'est une conviction. Et je le vis tous les jours, presque, en tout cas, quand je rencontre donc les gens qui viennent me voir dans le cadre de mon cabinet. Mais je voulais surtout dire que si la justice est venue, c'est parce qu'effectivement, sur le plan traditionnel, la femme n'a pas eu d'oreille attentive à la résolution de ces problèmes. Parce qu'on sait que culturellement, une femme qui va aller dire, parce que c'est à des hommes qu'elle va s'adresser, et il y a la solidarité masculine qui joue en ce moment. Chaque homme se verra à la place du mari de la femme. Des règles souvent établies par des hommes. Du coup, il prendra, il va justifier la position de l'homme. On va réprimander la femme. Tu es venu avec ton problème, tu n'as pas eu une oreille attentive, on t'a réprimandé et tu reviens avec ta colère dans ton foyer. Forcément, à un moment donné, tu n'en peux plus. Et si la justice moderne est là, pourquoi ne pas la saisir? Mais c'est vrai, avec toutes les conséquences, et il faut s'assumer. On va juste prendre un téléspectateur au téléphone avant de revenir pour la fin de votre intervention. Nous avons avec nous ce soir Don Chap de Batoro. Bonsoir. Bonsoir, oui. C'est bien notre artiste musicien. Oui, c'est le parolier. D'accord, nous vous écoutons. Déjà, je tenais à féliciter l'émission. Oui. Voilà, merci. parce que ce genre de thème-là, ça nous amène aussi à connaître un peu ce qui était notre coutume et ce qu'elle est devenue notre coutume à l'aide de la modernité. D'accord. Alors, quand j'écoute la femme, la maman qui a les dreads en blanc. Oui, Madame Aminata Ouedraogo. Exactement. Il y a de la profondeur dans ce qu'elle dit. Parce que dans le contexte africain d'avant, il n'y avait pas un autre mécanisme de prendre en charge la veuve et ses enfants dans une cour familiale où l'aîné est décédé et le petit frère est en bonne santé. Donc, la solution, la trouvaille, c'était de récupérer cette femme et ses enfants pour que la famille ne se disperse pas. Et en plus de cela, ce que le coutumier à côté dit, c'est qu'il faut considérer la femme à cette époque comme un soutien inestimable quant à la force productrice. Parce que le champ était l'activité principale et les revenus et les activités du champ étaient en même temps l'économie. Donc, du coup, les enfants étaient une main-d'œuvre, la mère était un soutien. Donc, c'était cette époque. Donc, il faut comprendre et féliciter l'intelligence de la coutume. Mais, malheureusement, je trouve que la coutume est restée trop rigide. Elle n'a pas été flexible à un moment donné. Donc, du coup, la modernité est venue comme la solution à toutes les parades en disant vous êtes libre de faire. En disant vous êtes libre de faire, aujourd'hui on assiste à quoi? À la liberté de l'homme et de la femme qui se confond à la liberté de l'homme et de la femme quand ils sont dans le foyer. C'est-à-dire le temps que l'homme et la femme ont dans la vie quotidienne, quand ils sont collègues de travail, étudiants, et ainsi de suite,
Mais une fois qu'on rentre dans le foyer, et même la religion même le définit, il y a automatiquement un maître de maison qui est là, il y a une mère des lieux, donc du coup, les rôles sont confondus. Et dans ça, il y a beaucoup d'hommes qui ont des gros muscles, mais en réalité qui sont victimes de paroles verbales de femmes. Si tu interroges les morts au cimetière, il y a beaucoup d'hommes qui sont couchés tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'expliquer la souffrance qu'ils ont vécue de la part de la femme. Pourtant, la femme, elle est beaucoup plus facile à elle expliquer un problème dehors. Non seulement en expliquant, elle se soulage, elle pleure, elle se soulage, elle gagne des solutions, elle dit, mais l'autre qui subit, lui, il est calé. On dit non, mais c'est le sexe fort, en réalité, c'est le sexe faible. Donc, moi, je trouve que nous sommes tous fautifs. La coutume est fautive, la modernité est fautive. Alors, à quoi s'en remettre? Il faut s'en remettre à l'éducation de chaque enfant, fille comme garçon. Si dans ton éducation, tu sais que taper un homme ou taper une femme, ou bien parler mal à un homme, parler mal à une femme, surtout que c'est ton conjoint ou ta conjointe, c'est mauvais. Donc tu t'en tiens à ta coutume et tu restes là. Donc, chef de Batoro, on est un peu pris par le temps, on a bien compris. Vous avez résumé en grosse partie tout ce qu'on a dit sur le plateau, les apports de la coutume, les insuffisances de la coutume, les problèmes d'éducation. Alors, tout a été résumé. Je vais vous permettre de terminer, Madame Aminata Ouedraogo. Oui, je disais, la loi donne la liberté, la faculté, l'autorisation de le faire. Quand on décide de le faire, il faut s'assumer. Et c'est là où il y a le gros problème. Sous la colère, on peut faire quelque chose. Et après, on regrette parce que ça, on a analysé, on se dit, est-ce que cela en valait la peine? S'il y a des enfants, il y a cette considération, il y a ça à prendre en compte. Et la famille, d'où on vient, est à prendre en compte. Il y a tellement de facteurs, tellement de pesanteurs qui font que, par moment, je pense qu'il faut mettre balle à terre. Je n'ai pas dit de ne pas se plaindre, je n'ai pas dit de ne pas aller à la justice, mais ne pas le faire sous la colère. Parce que la colère, elle est mauvaise conseillère. Et en ce moment, on dit tout et n'importe quoi. Qu'il s'agisse de l'homme, il y a des hommes aussi qui parlent, hein. Il y a des hommes aussi qui ne savent pas se retenir, qui sont violents, et non seulement verbalement, mais musculairement, parce que Dieu aussi leur a donné cette force-là. Ça fait qu'ils combinent les deux. Et comme il a dit, tantôt, un homme qui est un homme, là, il ne frappe pas une femme. S'il veut se battre, il n'a qu'à se battre avec un autre homme. Mais en même temps, une femme, quand tu vis avec un homme, tu ne bandes pas les muscles avec l'homme. Vous êtes fait pour vous compléter. Vous êtes fait pour vivre ensemble en harmonie, en paix. Il y a des moments où tu ne dis rien, tu accuses le coup, faire baisser la fièvre, mais revenir sur la question à un moment opportun et tu peux obtenir gain de cause. Il ne faut jamais le faire sous la colère. Alors, Madame Julie Rose Ouedraogo, on va parler aussi de la violence psychologique qui est très pernicieuse. À votre niveau, comment est-ce qu'on peut faire la preuve d'une telle violence? D'accord. Permettez-moi de réagir rapidement parce que je m'en voudrais en tant que militante aussi. Sur le terrain des droits des femmes, sur le terrain, nous savons qu'il y a des messages clés qu'il faut souvent faire attention parce que quand ça passe, les gens n'ont pas la même capacité d'analyse. C'est pour parler du Lévira, c'est une pratique culturelle. Et quand on parle, il y en a qui risquent de ne pas bien comprendre le raisonnement. Donc il faut qu'on retienne que de nos jours, c'est une pratique néfaste qui est condamnée par la loi. Ça, on l'a voilà. bien compris. C'est très important. On a bien compris voilà, ce que parce que quand on fait souvent les formations, on sent que souvent des messages, les gens, ils ne vont pas réfléchir que c'est une analyse culturelle qui est faite. Ils vont retenir simplement que c'est une bonne pratique. Merci bien. Donc, pour revenir à la violence psychologique, comme vous le dites, la preuve est très difficile parce qu'elle ne laisse pas de traces. Mais de plus en plus, il y a des expertises qui permettent de pouvoir situer l'état mental d'une personne. Il y a également les témoignages. Il y a les témoignages, ce sont des moyens de preuve. Parce que si vous voyez une personne, par exemple, on vous voit aujourd'hui bien rayonnante, et si après, on sent un changement, vous n'êtes plus rayonnante, vous ne sourissez plus. Donc, ce sont des témoignages qui peuvent dire que la personne, avec les faits,
on peut dire que la personne est victime de violences psychologiques. On va juste revenir au témoignage dans quelques instants. On a Madame Nyongre Salimata qui nous appelle depuis la ville de Fada. Bonsoir Madame Nyongre. Bonsoir Madame. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Moi c'est Madame Nyongre Salimata, j'appelle de Fada. Oui, allez-y. Ma question, c'est par rapport à la violence économique. Oui, allez-y. Donc, Madame Medraouro parlait des types de violences que les hommes subissent. Alors, j'aimerais avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Je comprendrais bien la violence économique que les hommes subissent. D'accord, c'est entendu. Alors, la question, c'est ça. Vraiment, je suis contente pour l'émission. Merci, Madame Nyongre. Merci à vous. Alors, je vous permets de terminer et d'expliquer en même temps la violence économique. C'est des témoignages qui peuvent être apportés, vu les changements, parce que la violence psychologique aussi entraîne des changements physiques. Et cela peut être, au-delà des troubles mentaux, on a vu des victimes qui sont devenues folles parce qu'elles ont subi des formes de violence. On a eu des cas concrets de ces victimes-là. Mais il y a également les changements physiques. La violence psychologique peut impacter le physique de la victime. Et ce sont des témoignages que l'on peut apporter quant à la violence que la personne a subie. Maintenant, par rapport à la violence économique, c'est vrai que c'est plutôt Madame Marie-Madeleine qui a parlé des violences, mais je peux réagir un peu pour dire que concernant les violences économiques, en tout cas avec les normes sociales que nous avons, les femmes sont plus victimes des violences économiques. C'est quoi les violences économiques? C'est lorsqu'on empêche l'autre de pouvoir mener des activités génératrices de revenus, des activités qui lui apportent des revenus. Donc, dans notre contexte social, c'est plutôt la femme souvent qui est empêchée de mener des activités plutôt que le contraire. D'accord. Madame Marie-Madeleine. Oui, juste un ajout, oui, l'empêcher de mener une activité professionnelle. L'empêcher de mener une activité économique, mais aussi à l'accaparement de ses revenus, qui fait partie également des violences économiques. Ça fait partie des violences économiques. L'accaparement du revenu de la femme. On situe ça dans voilà, bon, que ce soit l'homme ou la femme, bon, de la victime. Madame Julie Rose nous informe qu'on les appelle des violences patrimoniales. Voilà, une fois qu'on a le revenu, et puis quelqu'un travaille à dilapider, voilà, c'est plutôt un patrimoine qu'on a, que l'on veut dilapider, que l'on veut prendre en otage en ce moment. Elle est plutôt une violence patrimoniale. Une fois que le patrimoine est constitué, bon, toute forme de violence sur ce patrimoine devient une violence patrimoniale. Nous avons Sawadogo Mahmoudou en ligne. Bonsoir, monsieur Sawadogo. Oui, bonsoir, madame. Oui, vous êtes en direct. Ok, il n'y a pas de problème. Bonsoir, comment vous allez? Nous allons bien. Je réponds au nom de tous. Ok, je vous salue tous les invités. Merci. Voilà, et puis je vous salue vous-même. Merci, c'est bien gentil. On écoute votre question. Voilà, bon, j'ai une question à vous poser. Allez-y. Est-ce qu'à nos jours, là, il y a ça toujours? Par ça, vous faites allusion à quoi? Les violences conjugales? Oui. Est-ce qu'à nos jours, là, est-ce qu'il y a ça toujours? D'accord. Peut-être que vous ne nous avez pas très bien suivis. C'est la raison de notre présence sur ce plateau. C'est parce que ces violences existent, persistent et vont même crescendo que nous sommes là ce soir pour discuter du thème. Bon, parce qu'en tout cas, en réalité, que je vois à notre génération, là, je crois que non, il n'y a plus ça comme ça. D'accord, c'est votre perception et votre ressenti. Okay. D'accord. Merci bien, monsieur Sawadogo, d'avoir appelé. Ok, en tout cas, je vous regarde en direct. D'accord, merci. Nous l'avons bien compris. Merci bien, M. Sawadogo. Je vais permettre au Dawelek Naba qui voulait réagir tout à l'heure. Oui, parlant de violences psychologiques, là, bon, dans un contexte, dans le contexte sociologique, en fait, on peut les définir, par exemple, comme si quelqu'un refuse de manger le plat préparé par exemple, son épouse,
Bon, il vient à midi, il s'en fout, le soir, c'est pas son problème. Quand on lui propose de l'eau pour se laver, alors voilà, il se débiffe, etc. Dans notre contexte, bon, comme les sciences sociales, chacune a son jargon bien spécifique. En socio-anthropologie, on conçoit cela comme une sorte de violence psychologique. Et donc, il y a des répercussions naturellement sur le plan physique. Mais il faut aussi préciser qu'il y a un paramètre qui peut expliquer le fait qu'il y a une hausse tendancielle de ces violences. Nous vivons une situation sécuritaire de plus en plus difficile. Et le contexte, par exemple, des personnes déplacées internes, parce qu'il y en a dans ma commune d'origine, nous avons fait le constat à Sapouné, et on a constaté que ce que les gens vivaient, par exemple, dans leur localité d'origine, c'était un climat, en tout cas, relativement acceptable. Mais quand on constate les relations entre les éléments de certains couples, et une fois déplacés, on constate que c'est des étincelles à tout bout de champ. Donc, on ne peut pas généraliser parce que ce n'est pas le fruit d'une étude, mais je me dis que ce paramètre est également à prendre en compte pour expliquer le fait que les choses vont crescendo. Pour terminer, je pense que Don Charles de Batoro parlait de la rigidité de la coutume qui n'a pas réussi à s'adapter. Mais en réalité, quand le colonisateur est venu, il a commencé à combattre nos coutumes. C'est bien plus tard qu'on s'est aperçu qu'il faut qu'on reparte chercher ce qu'on avait laissé, et c'est avec l'indépendance. Prenez par exemple, ma grande sœur et moi, on a certainement vécu ça. À l'école, vous parliez votre langue maternelle à l'école, mais c'est un crâne d'âne ou de chien. Une stigmatisation. Voilà. Ah bon, d'accord. Ah oui. Et ça, d'accord, un crâne humain. Prenez par exemple l'âne et le chien, c'est pas de la viande noble, en réalité. Et dans nos villages, par exemple, les ânes et puis les chiens, c'est en dehors, sont les hommes qui les font cuire. Et c'est généralement en dehors de la concession. Ça veut dire que déjà, il y a une forme de stigmatisation assez forte, justement, de nos cultures. Et c'est plus ou moins, et c'est grâce, le mérite revient aux régimes qui se sont succédés. Bon, et aujourd'hui, on pense qu'il faut réintroduire ça. Donc ça, c'est l'explication également, même si nous aussi, on a travaillé à ce que la coutume ne soit pas ce qu'elle était. Maxime Gouba nous rejoint pour cette émission. Bonsoir, Monsieur Gouba. Monsieur Ouba. Monsieur Ouba, vous êtes notre dernier intervenant, on vous écoute. Ok, merci. Donc je voulais juste ajouter que le fait de ne pas exprimer sa souffrance est souvent aussi un moyen de conduire. Vous m'entendez? On vous entend très bien, on vous suit. Ok. Donc je disais que le fait de ne pas exprimer sa souffrance conduit aussi souvent le bourreau à persister dans ses actes. Parce que celui qui commet des violences a besoin de savoir que celui-là qui est victime sent une souffrance. Et cette souffrance de l'autre qui est exprimée va produire un sentiment de culpabilité chez le bourreau. Parce que sans sentiment de culpabilité, il n'y a pas de repentance. Et c'est cette repentance-là que nous devons gagner chez ces hommes ou ces femmes qui font subir des violences. Et la femme doit apprendre à ne jamais garder le silence et ne pas camoufler sa souffrance. Et le dernier élément, c'est juste dire que ce que vous avez montré sur ces femmes-là qui souffrent, il serait aussi intéressant de faire entendre des hommes qui étaient, ou des femmes, des anciens bourreaux qui se sont repentis, pour qu'eux aussi ils expliquent pourquoi ils étaient violents et pourquoi ils ne le sont plus. Ça aussi, ça peut nous faire passer un message. Et dernier élément sur la violence économique, c'est juste dire que le fait de ne pas faire profiter de son argent à l'autre est aussi une violence économique. Lorsque la femme ou l'homme gagne plus et ne le fait pas profiter à l'autre, c'est aussi une violence économique dont nous devons en parler, parce que de plus en plus aussi de femmes gagnent de l'argent et ne font pas profiter à leur conjoint. Merci, Monsieur Ouba. Nous sommes pris par le temps. Et pour votre requête, le témoignage des hommes victimes de violences, malheureusement, nous sommes à notre deuxième tentative pour avoir des témoignages de victimes. Mais c'est extrêmement difficile, sinon impossible, parce que les hommes ne veulent pas le faire. Ils craignent, vous le savez, la stigmatisation sociale. Alors ils préfèrent
faire souffrir en silence et c'est pas comme les femmes qui sont toujours promptes pas toujours, parfois promptes à l'extérioriser. Donc nous sommes confrontés à cette difficulté et c'est ce qui explique que nous n'ayons pas eu de témoignages de victimes masculines. Alors nous sommes totalement à la fin de cette émission. Nous avons même eu 10 minutes supplémentaires et là la régie me signale qu'il faut vraiment refermer. Mais si vous voulez le dire en une phrase, 2 phrases. C'était juste pour dire que effectivement il y a des hommes qui sont victimes de violences, mais ils ne veulent pas que ça se sache, à cause du regard de la société, effectivement, puisqu'on apprend à l'homme d'être homme. Mais sinon, il y en a. Moi, je peux vraiment vous donner des exemples à l'appel et ça fait vraiment froid au dos. On se demande vraiment dans quelle société nous vivons quand on écoute ça. Autant c'est aussi dur pour les femmes et c'est aussi dur aussi pour les hommes. Mais un moment viendra où il y a des hommes qui vont parler à visage découvert, ça viendra. Mais pour le moment, c'est difficile. Alors, la régie me signale que l'émission est trop belle pour être interrompue, mais si nous ne refermons pas l'émission, nous serons interrompus. Donc, le message est très bien passé. Merci à toute l'équipe technique, merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. On va se retrouver très bientôt pour un autre thème. Merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, le 23h, avec Amado Marcel Tour. Bonsoir.